Bonjour à tous, asseyez-vous. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel aspect de l'histoire. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, Napoléon possédait un iPhone 6 pour diriger en temps réel son armée et envoyer des selfies à ses généraux, ainsi que regarder de superbes émissions culturelles sur YouTube. Le jour de son autocouronnement en tant qu'empereur, il s'écria, je cite, « Je suis trop swag, sa mère ». Napoléon mon cul. Il m'intéresse pas cet onflé avec son chapeau à la con. Bon Jean-Kevin, je t'avais prévenu, maintenant tu me donnes ton carnet. Allez, maintenant. Imagine on devient prof. Non mieux, on fait des vidéos sur YouTube pour apprendre des visions différentes aux gens. Ça s'appellerait 3615 alternatives. Bah, Jeune. Faudrait déjà que t'arrives à apprendre ton texte. Ah. Salut, c'est Jid. Aujourd'hui, on retourne à l'école. Ah, souvenez-vous, la bonne odeur du feutre sur le tableau, la cour de récré, et puis ce prof qui mettait des heures de colle juste parce que je faisais pas mes devoirs de maths. En nous baladant sur le Nesblog, un article a su nous faire de l'œil. Romain Vincent, un professeur d'histoire géo en collège, nous parle d'une pratique qui émerge de plus en plus dans les classes, le jeu vidéo comme support pédagogique. Un moyen qui se veut efficace car plus proche de la réalité des enfants. Et dans un même temps, la réforme des collèges de septembre 2016 met en priorité la place du numérique dans les établissements. Un contrat a même été signé entre l'Éducation nationale et Microsoft pour renforcer la mise en pratique de cette réforme. Mais vous vous en doutez un peu, il y a quelques filouteries derrière tout ça. Tous les bahuts de France ne peuvent pas nécessairement proposer un budget adapté à ces équipements, et quand bien même, les équipes pédagogiques seraient-elles aptes à accepter ce changement? L'éducation, c'est aussi très vague, ce n'est pas réservé qu'aux profs ou aux parents, puisque tout le monde participe à une sorte d'éducation collective. Quoi? Mais Jude! On peut pas donner des jeux vidéo violents à nos enfants! Et à l'école en plus! Calmez-vous! Le jeu vidéo en classe n'est pas une si mauvaise idée. La chaîne Jeux vidéo Histoire propose des idées de cours avec le jeu comme support. Une majorité de matières peuvent être alors exploitées. Vous ne vous souvenez plus de la Tea Party de Boston? Jouez à Assassin's Creed 3 pour en apprendre les grandes lignes. Vous voulez comprendre le fonctionnement d'une ville? Jouez à SimCity ou même Civilisation. Bien sûr, obtenir un 20 sur 20 à un contrôle d'histoire tout en jouant tient du rêve. L'élève doit être encadré pour que l'apprentissage soit le plus efficace possible. Et on ne parle pas que d'histoire-géographie, les possibilités sont multiples! Le projet Kids Code est un projet lancé par des joueurs reconnus du Minecraft francophone. Le but ici serait de proposer des contenus pédagogiques pour l'école. À travers le jeu de cubes, des cartes retraçant de grands bâtiments ou de grandes villes ayant marqué notre temps seront proposées aux enseignants. Nous pouvons même imaginer un contenu allant plus loin en proposant des activités à la fois technologiques, d'art plastique et même de musique. Bon, c'est bien gentil, il y a un réel aspect pédagogique à tout ça. Le problème se trouve plus dans le fond que dans la forme. Vous commencez à être au courant, chez un monde alternatif, on aime bien tout ce qui est libre et gratuit. Surtout parce que t'es pauvre. Et d'ailleurs, c'est dans la loi, l'école se doit d'utiliser des logiciels libres et accessibles à tous. Et pourtant, qui n'a jamais connu au fond de la classe un vieux PC sous Windows 98 qui ramait sévère? Aujourd'hui, Microsoft et Apple, les deux géants de l'informatique, se sont fait une place dans nos salles de classe. Les partenariats entre l'éducation nationale et ces grandes entreprises se multiplient, mais peut-on alors vraiment parler de neutralité au sein de l'école? Imaginez le jeune Jid en primaire, on lui apprend à se servir des tablettes Windows, puis au collège, il a un contrôle sur Excel, un logiciel Microsoft. Au lycée, il doit faire un diaporama, un PowerPoint sur la suite Office Microsoft pour expliquer les bienfaits d'une boisson mélangeant le café et la bière. Et quand il cherche du travail, son CV indique bien qu'il maîtrise tous ces outils. Microsoft obtient donc le monopole de l'apprentissage informatique. En fait, une des meilleures solutions pour contrer ça, ce serait d'utiliser ceci. Alors pour ceux qui suivent pas, comme Jean-Kevin au fond de la salle, ceci est un Raspberry Pi, un ordinateur pas plus grand qu'une pinte de bière. Pour résumer, à l'intérieur de ce petit ordinateur se trouve une puissance pas plus grande qu'un smartphone milieu de gamme. Que ce soit par la taille, le prix lui aussi reste ridicule, car il utilise un système d'exploitation Linux. Il peut donc faire tourner des logiciels légers comme LibreOffice ou SonicPy. Pour moins de 80€, on peut se procurer un système facilitant l'apprentissage de l'informatique libre à des élèves de tout âge, et réduire ainsi les coûts matériels informatiques qui sont de plus en plus excessifs dans les établissements. L'argent n'est pas non plus le seul problème. Tous les enseignants ne sont pas passés au tout numérique, et on les comprend. Proposer un jeu vidéo ou un logiciel libre peut faire peur, que ce soit aux parents d'élèves ou aux professeurs eux-mêmes. Mais on crache pas dans la soupe. Former les plus jeunes à une utilisation plus saine d'Internet et de l'informatique en général est aujourd'hui essentiel. Parce qu'on l'a déjà dit,
Tout ou presque se trouve sur internet. On peut alors se demander quel est le rôle du professeur aujourd'hui. Si vous regardez fréquemment TF1 ou Direct 8, vous avez sûrement déjà vu ces reportages sur les youtubeurs, ces vidéastes de la génération Y tout aussi connus que Jean-Luc Reichmann. Il est vrai que la création vidéo et internet ont un lien très étroit et on aime expliquer à la télévision que Norman, Cyprien et autres humoristes sont les nouvelles stars des jeunes. Pourtant, d'autres vidéastes sont reconnus par ceux qui aiment traîner sur YouTube. Qu'elles soient scientifiques, historiques ou tout simplement artistiques, ces vidéos permettent à un spécialiste d'une certaine matière de partager son savoir au monde entier. D'ailleurs, les profs de cette nouvelle génération tentent de gonfler de plus en plus leurs cours en y incrustant des vidéos, comme par exemple celle d'Y penser ou de Doxa. Tout le monde peut avoir accès à la connaissance en un clic, on le dit sur l'épisode sur la mémoire, que vous pouvez retrouver ici en cliquant sur la barbe de notre ingé son. En 2001, et avec l'expansion considérable d'Internet, vient l'idée d'une encyclopédie libre et ouverte à tous. Il s'agit de Wikipédia, l'un des sites les plus visités et reconnus dans le monde. Le but ici est très simple, si vous êtes absolument incollable sur un sujet, vous pouvez alors écrire un article et le déposer sur le wiki, qui sera ensuite vérifié par d'autres spécialistes comme vous. L'article reste ainsi stable et absolument libre. Encore aujourd'hui, on crache facilement sur ces vidéos dites culturelles et cette encyclopédie libre, car elles sont considérées comme peu fiables et beaucoup trop faciles d'accès. Bien sûr, en tant que professeur, on préférerait que l'élève se déplace à son CDI, qu'il ouvre un livre ou qu'il lise le journal quotidien pour qu'il se fasse son propre avis sur notre société, bla bla bla. C'est pas une mauvaise idée, mais les pratiques ont évolué. Wikipédia est certes facile d'accès et peut contenir des erreurs, il faut donc croiser les sources car même les encyclopédies papier peuvent être erronées. Et franchement, jeune Jean-Kévin, on sait très bien que t'as fait un copier-coller Wikipédia pour ton exposé sur la Tour Eiffel. Ton prof aussi, il a internet. Le problème se pose plus dans les universités où le plagiat est de plus en plus simple. À la fac, ça sert à quoi d'aller en cours alors que j'ai tout sur internet? Une question un peu bête, mais qui fait réfléchir la plupart des enseignants. Toutes les thèses, mémoires et autres écrits circulent maintenant librement sur les plateformes des universités. Aujourd'hui, le plagiat se multiplie dans les écoles supérieures, et pourtant les sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion et l'interdiction d'examen. Le numérique à l'école est certainement l'idée la plus sensée de ce début de siècle. Il faut accepter que le tableau à craie, c'était cool il y a 100 ans, mais aujourd'hui ça craint. Malheureusement, la mise en place de ce projet va prendre plusieurs années, voire plusieurs générations, à cause du manque évident de moyens et de la mentalité trop tournée vers la vieille école. Ajoutons également que si tout le monde a accès à tout, la place des enseignants change. Le but n'est non plus simplement de donner un cours, de faire la police à des élèves trop bruyants, mais de les accompagner, de leur tenir la main et de leur apprendre à utiliser l'internet mondial de manière plus saine.